Bonjour Ada Ackerman. Bonjour. Et bonjour Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour. Alors d'abord Ada Ackerman, vous êtes historienne de l'art et commissaire de l'exposition Golem Avatar d'une légende d'argile. C'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, c'est jusqu'au 16 juillet je pense. Exactement. Et en face de vous donc Jean-Gabriel Ganassia, bonsoir. Donc vous êtes professeur à l'université Paris 6, Pierre et Marie Curie, chercheur en intelligence artificielle, président du comité d'éthique du CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique, un passionné de cette intelligence artificielle depuis 30 ans au moins, à laquelle vous avez consacré de nombreux livres, et notamment donc, ce dernier livre, Le mythe de la singularité. Faut-il craindre l'intelligence artificielle? Vous allez nous répondre dans quelques minutes aux éditions du Seuil. Alors on commence par vous, Ada Ackerman. On va partir d'ailleurs de cette exposition sur le golem. On va en voir quelques images et peut-être vous demander d'abord qu'est-ce que c'est ce golem, cette légende du golem? Alors, on devrait plutôt dire « c'est golem » au pluriel, puisque c'est ce qu'on cherche à montrer dans l'exposition. Il a une multiplicité de visages et de fonctions. Et d'ailleurs, on peut le décliner au masculin, mais aussi au féminin, voire au neutre. Et donc, ce golem, cet être artificiellement créé par des sages initialement, c'est un être incomplet, rudimentaire, mais qui, au fil de l'histoire et du temps, cherche, ou en tout cas on s'efforce de le faire de plus en plus ressembler à nous-mêmes. Son origine est biblique au départ. Tout à fait, puisque la première occurrence du terme golem apparaît au livre des psaumes dans la Bible, au moment où Adam s'adresse à Dieu et se désigne comme un golem, c'est-à-dire comme une masse informe. Jean-Gabriel Ganassia, vous auriez pu écrire un livre sur le golem, non? Oh, j'aurais bien aimé. C'est pas très loin de ce sur quoi vous travaillez? Non, ça n'est pas très loin. Et d'ailleurs, un grand savant, un grand érudit, Kershaw Scholem, qui était un commentateur du golem, qui donc a beaucoup écrit dessus, a écrit un petit texte extrêmement beau, à un moment où on a créé le premier ordinateur en Israël. Et qui s'appelait Golem 1. Qui s'est appelé Golem, justement. Et il a dit qu'il s'agissait aussi de golem, en regrettant toutefois qu'on consacre autant d'argent à des ordinateurs et aussi peu à la démonologie dont il était un spécialiste. Alors, Ada Ackerman, parfois ce golem échappe à son créateur et il devient à ce moment-là un monstre incontrôlable. Oui, tout à fait. Ça, c'est une composante qui apparaît dans les légendes, puisqu'il faut le dire, dans les textes mystiques, le golem, c'est une expérience uniquement divine où on cherche à se rapprocher de Dieu et il n'a aucun aspect ni positif ni négatif. Avec la légende, en effet, à un moment, notamment dans la légende de Prague, le golem se dérègle parce qu'on a oublié de le désactiver pour Shabbat. Et normalement, à Shabbat, on se repose. Et donc, il devient une force de destruction incontrôlable que les artistes, les écrivains ont pu faire incarner différentes significations. Ça peut être aussi bien, justement, à un moment... la créature qui prend son envol, que la démesure de l'homme qui cherche peut-être à égaler Dieu, ou au contraire, un double obscur de nous-mêmes qui incarnerait des forces psychiques, inconscientes, pulsionnelles. Alors, on a vu l'image à l'instant de ce robot Maria dans Métropolis de Fritz Lang. Évidemment, c'est une sorte d'avatar aussi du golem. Tout à fait. Comme Frankenstein d'ailleurs. Oui, en tout cas, ce sont des mythes que l'on peut rapprocher du mythe du golem, puisque vous avez énormément de récits qui lui ressemblent. On pourrait citer aussi celui de Prométhée. Et effectivement, Maria, c'est un descendant du golem, déjà parce que le film le plus célèbre sur le golem, qui est celui de Paul Wegener, 1920, a beaucoup marqué Fritz Lang, qui y fait référence dans son célèbre Métropolis. Et par ailleurs, je vous le disais, le golem peut se décliner au féminin, et il me semblait que Maria, étant peut-être le plus beau et le premier robot féminin au cinéma... Oui, c'est ce personnage emblématique de Métropolis. Exactement. Et il me semblait que c'était peut-être la plus belle incarnation aujourd'hui de ce golem qui, encore une fois, dans certaines légendes, dès le 19e siècle, est présenté sous les traits d'une femme qui va se révolter contre son créateur. On peut dire, Jean-Gabriel Ganassia, que sans le savoir, ce sont tous ceux dont on vient de parler, ce sont quelque part des précurseurs de l'intelligence artificielle, en tout cas du transhumanisme. Alors, il y a effectivement en intelligence artificielle des références plus ou moins explicites d'ailleurs au golem. Il faut savoir que Norbert Wiener, qui est antérieur à l'intelligence artificielle, puisque c'est le père de la cybernétique, a écrit un ouvrage en 1959, donc après que l'intelligence artificielle ait été créée. Depuis quand on parle d'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui est née en 1955. D'accord. Et ça a une soixantaine d'années. Ça a une soixantaine d'années, et ça a été créé
par deux jeunes gens à l'époque qui s'appelaient John McCarthy et Marvin Minsky, avec le but d'étudier l'intelligence avec les ordinateurs et donc de décomposer l'intelligence en différentes fonctions et de les simuler sur des ordinateurs à la fois pour mieux les comprendre et puis pour remplir différentes tâches. Parce qu'on pourrait dire que l'intelligence artificielle, dites-moi si je me trompe, c'est d'abord un progrès technologique. C'est cette fameuse loi de Moore dont vous parlez dans votre livre. C'est-à-dire que les ordinateurs, en fait, doubleraient leur capacité tous les 2 ans ou... Alors oui, tous les 12 mois, tous les 2 ans, selon les formulations. L'intelligence artificielle, c'est d'abord une discipline scientifique, comme je l'ai dit, qui essaye d'étudier l'intelligence à l'aide de machines. Les progrès technologiques de ces ordinateurs ont permis de réaliser des machines d'autant plus puissantes et qui permettent de simuler des choses que l'on n'arrivait pas à simuler auparavant. En particulier, on a des machines qui sont capables de l'emporter sur les meilleurs joueurs au monde aux jeux d'échecs, aux jeux de Go, maintenant au poker. On a des machines qui font de la reconnaissance faciale. Tout ça grâce à la puissance des ordinateurs. Mais ça ne se réduit pas à la puissance des ordinateurs. Mais dans votre livre, ça va beaucoup plus loin, parce que je vais citer Kurzweil, qui est en fait un futurologue. Comment vous pourriez le définir? Américain, vivant, il est Alors, contemporain. c'est d'abord un scientifique qui a fait des programmes informatiques sur la reconnaissance optique de caractère et puis qui ensuite s'est mis à faire de la futurologie, mais qui est employé... C'est le père du transhumanisme, en tout cas le porte-parole. Mais il faut savoir qu'il est employé comme directeur scientifique chez Google. Et c'est ça qui est très important. Ça n'est pas innocent, ça veut dire que ces grandes sociétés donnent crédit à ces thèses transhumanisme. Alors il dit des choses absolument incroyables. Il dit « Nous téléchargerons très bientôt, je cite, notre conscience sur des machines, ce qui nous procurera une forme d'immortalité. » Donc il y aura ce passage de la conscience vers le monde numérique après la mort biologique du cerveau, la conscience numérisée. C'est incroyable. Vous pensez qu'on va arriver à ça bientôt? Alors justement, je suis comme vous, je trouve que c'est absolument incroyable et il m'a semblé qu'il était important qu'en tant que scientifique, j'explique que ces perspectives n'avaient pas de fondement. Alors on peut imaginer, on peut rêver, ça fait l'objet de tout un tas de romans de science-fiction, ça peut d'ailleurs aussi faire l'objet de réflexions dans la tradition kabbalistique juive, mais en même temps, il faut bien dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments pour dire ce sera certain. Parce que vous ne pensez pas que la science aura, cette capacité d'arriver un jour à cette numérisation de notre cerveau et on pourrait dire à la limite de mettre notre cerveau sur une clé USB et pouvoir transposer notre cerveau n'importe où. Alors vous pensez qu'on n'y arrivera pas? En tant que scientifique, je ne peux pas vous dire que c'est impossible. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les perspectives qui sont annoncées par Ray Kurzweil, qui dit que ça va advenir en 2045. Il y a même un site, d'ailleurs, si vous faites 2045.com, qui vous explique comment vous allez réincarner cette conscience sur des robots, parce que vous allez être des âmes errantes. Et donc ça, j'ai montré que c'était faux, que ce n'était pas viable. Et vous dites que dans votre livre, il y a certains qui disent que le processus est en train de nous échapper et qu'il est déjà trop tard. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ça, et il me semblait important de dire que ça n'a pas de fondement, que nous sommes libres, irrémédiablement, donc et responsables de nos actes. Donc pour revenir à la question qui est sur la couverture de votre livre, faut-il craindre l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous répondez? Alors je réponds 2 choses. Je réponds qu'il ne faut pas avoir peur, mais qu'en même temps, il ne faut pas que la peur masque les dangers, c'est-à-dire qu'il y a de vrais risques liés au développement des technologies, mais qui ne sont pas des risques de dépossession de l'homme par la technologie, mais qui sont des risques d'utilisation abusive de la technologie par un certain nombre d'acteurs, comme ces grandes sociétés de l'Internet. Et je crois qu'il faut qu'on en soit averti. Alors justement, ces grandes sociétés de l'Internet, vous y consacrez un chapitre et vous dites que ce sont d'une certaine manière des pompiers pyromanes. Expliquez-nous pourquoi. Alors, ce sont des pyromanes parce qu'ils développent les technologies de l'information, avec tout un tas de moyens considérables, et en même temps, ce sont des pompiers parce qu'ils nous expliquent qu'ils vont éteindre l'incendie qu'ils ont mis. Et ils nous disent d'ailleurs, il faut un tout petit peu d'éthique, on va lancer des comités qui vont réfléchir aux solutions à apporter. Alors, ils ont raison, en ce sens qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble de la population des dangers liés au développement des technologies, mais ça n'est certainement pas à eux de les mettre en place, c'est à d'autres, bien sûr. C'est
aux hommes en général, c'est à la cité, aux individus, aux citoyens, mais pas aux gens qui ont organisé, ont mis en place ces technologies. Qu'est-ce que ça vous inspire, Ada Cameron? Vous auriez aussi pu inviter Jean-Gabriel Galassia dans votre exposition? Tout à fait, il y aurait beaucoup de personnes qu'on aurait pu inviter parce que c'est un thème qui est absolument inépuisable. Moi, j'aimerais rebondir sur Kurzweil parce que ce que je trouve absolument fantastique, il est dans un registre prophétique, on peut presque dire, et il est intéressant pour le côté fictionnel. En fait, ce qui est fascinant avec l'actualité du golem aujourd'hui, c'est que la fiction est complètement mélangée avec la réalité. Et on voit très bien dans des séries de science-fiction comme Black Mirror où les scénarios de Kurzweil trouvent vie. Et c'est peut-être là que c'est le plus intéressant. Ça va donner une matière d'inspiration aux artistes. Alors, il y a un chapitre dans votre livre qui est absolument effrayant. On a déjà plus ou moins fait allusion, mais vous dites quelque part, enfin, vous faites dire quelque part cette phrase, vous citez cette phrase, le futur n'aura plus besoin de nous. Alors, ce n'est pas de moi. Non, je dis, vous citez cette phrase. C'est de Bill Joy, qui est le cofondateur de la société Intel, qui fabrique la plupart des microprocesseurs qui sont sur vos ordinateurs. En 2000, il a écrit un article qui a fait extrêmement peur aux États-Unis, où il expliquait que la technologie allait se déployer sans nous de façon autonome. Et c'est la même thématique qui aujourd'hui est reprise par Stephen Hawking, par Bill Gates, par Elon Musk. Et justement, je crois qu'il faut essayer d'analyser les arguments qui sont ceux-là, c'est ce que j'ai essayé de faire de façon la plus sérieuse possible pour montrer que ça ne tient pas. J'insiste sur le fait que nous sommes libres et que la technologie ne se déploie pas et ne se déploiera pas de façon autonome, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de danger. Une dernière question, c'est toutes ces questions qui sont assez vertigineuses, qui concernent l'avenir de l'homme. Elles sont absentes du débat politique. On est en pleine période électorale en France et personne ne parle de ces questions, sauf peut-être Benoît Hamon qui veut taxer les robots. Mais à part ça... C'est ce que je regrette fort, c'est que justement, l'avenir de nos sociétés, il est lié au développement de la technologie, à la fois parce que la prospérité économique, à mon sens, dépend de ces développements, et donc faire payer une taxe aux propriétaires de robots ne résoudra aucun des problèmes sur l'emploi, bien au contraire, parce que les robots, ça rend les industries compétitives, et puis parce que, en même temps, il y a des vrais dangers, et je crois que c'est cela qui devrait faire l'objet de débats politiques. En particulier, je crois que ces grandes sociétés posent des problèmes parce qu'elles mettent en cause la souveraineté des États, question éminemment politique et qui malheureusement n'est pas encore posée. Merci beaucoup. Je rappelle donc cette exposition Golem Avatar d'une légende d'argile au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Et puis le titre de votre livre, Jean-Gabriel Galassia, Le mythe de la singularité aux éditions du Seuil. Merci vraiment à tous les deux. Merci. Merci.